Bon, eh bien, tout d'abord, je voulais vous remercier, vous, d'être venu et remercier l'association Dantacuve pour son accueil, qui est vraiment, enfin, c'est vraiment formidable. Ils ont vraiment tout organisé, c'est vraiment sympa. Alors, je me présente, je m'appelle Lomique Perrotin. Je suis photographe autodidacte depuis une quinzaine d'années. J'ai commencé en 99, 2000, bon, avec les appareils photo de mon père, l'agrandisseur de mon père, enfin voilà, ça c'est un petit peu anecdotique. Je travaille actuellement dans un laboratoire de développement qui est spécialisé dans le développement argentique. Donc ça c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et depuis 2 ans environ, j'ai commencé à fabriquer mon propre film photographique. Donc ce que j'appelle le film washi. Alors pourquoi le film washi? Tout simplement parce qu'il est fabriqué sur un papier japonais. Donc c'est le nom de ce papier, le papier washi. Alors le papier japonais, pourquoi? C'est pas venu comme ça, c'était pas une évidence au départ. Au départ, je voulais fabriquer un film sur papier parce que j'ai été très influencé par, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire de la photographie, notamment aux pionniers comme Henri Fox-Talbot qui a inventé le négatif, et c'était des négatifs sur papier. Et j'ai aussi été très intéressé par les premiers rouleaux de pellicule qui ont été inventés par Kodak. Alors ça on ne le sait pas forcément, mais les premiers rouleaux étaient d'abord sur papier. Juste après, avec le Brownie, on a eu la pellicule plastique en acétate et en nitrate de cellulose classique. Mais pendant 2-3 ans, on a eu des essais sur un papier huilé. Et donc, comme j'avais déjà cette connaissance de ces points de l'histoire de la photographie, j'ai commencé à essayer de coucher des émulsions sur du papier. Alors, au départ, je me suis dit, bon, pellicule, transparence, on va prendre du papier calque. Ça ne marchait pas. Le papier calque, ça se froisse dans l'eau, donc ça ne marchait pas du tout. Et j'ai découvert le papier washi qui sert notamment à l'aquarelle. Donc l'aquarelle, beaucoup d'eau, et donc c'était parfait pour tout ce qui était traitement chimique de la pellicule. L'intérêt de ce papier japonais, c'est qu'il a une texture qui est très très belle, et ça m'intéressait de la voir directement dans l'image, dans la matrice de l'image, dans le négatif. Je voulais pas que ça soit rajouté après, par exemple à Photoshop ou alors sur un tirage par exemple, faire des photos sur un négatif classique et puis ensuite le tirer sur un papier japonais. Moi ce que je voulais c'était que cette texture que je trouvais très belle du papier japonais soit directement dans l'image. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dessus. Alors au départ c'était un projet personnel, c'était un projet artistique. J'avais un projet d'exposition qui finalement s'est jamais fait. Et au fur et à mesure de mes essais, j'en parlais avec mes amis, je montrais ça sur Facebook. Et j'ai des amis photographes qui ont commencé à me faire, mais tiens, c'est sympa ton film, est-ce que tu montres pas une bobine? Je fais bon, pourquoi pas. Voilà, je fais une bobine, je fais un paquet de plans film pour les copains, bon, très bien. Et puis, je connaissais des gens qui géraient des labos photos, des magasins de photos, qui m'ont dit, écoute, ton truc c'est intéressant, si jamais tu as une entreprise, tu peux nous faire des factures, tu deviens officiel. Nous, il n'y a pas de problème, on te les distribue. Et j'en suis arrivé au niveau où j'avais un produit qui était original, que personne d'autre ne faisait, des clients potentiels et des distributeurs. Tout ce qui me manquait finalement, c'était de sauter le pas et de créer ma propre marque. Donc j'ai sauté le pas en novembre dernier, donc là on fête les 1 an, et j'ai créé donc les films washi. Les films washi qui sont aujourd'hui, comme j'aime à le dire, la plus petite société de fabrication de films au monde, puisque je suis tout seul. Donc c'est l'opposé complet de Ilford ou de Kodak. Et 1 an après, le bilan, donc on a commencé avec 3 magasins distributeurs sur Paris, puis un magasin en Angleterre, un magasin en Belgique. Aujourd'hui, je suis distribué par Photo Impex en Allemagne. Puis j'ai des demandes pour d'autres magasins en Suisse, en Italie, aussi en Allemagne, d'autres magasins en Allemagne, donc ça commence à augmenter. Et 1 an après, j'ai fabriqué, alors j'ai pas le compte exact, mais plus de 650 bobines. Petite bobine de moyen format 120, classique. Et 1500 plans film pour du 4:5, pour les appareils photo grand format. Alors, c'est rien comparé à Ilford ou Kodak. Il faut savoir que mon atelier fait 1,50 m² au carré.
c'est un placard. Voilà, donc tout ça en un an. Et je vois aujourd'hui que mes commandes augmentent. J'ai d'autres distributeurs qui frappent à ma porte, qui me demandent ah, c'est intéressant, est-ce qu'on pourrait distribuer votre film sur notre site internet, est-ce qu'on pourrait distribuer votre film dans nos magasins. Et forcément, moi je me pose la question, voilà, pourquoi ça marche. Enfin, pour l'instant, j'ai un travail à côté, je me pose la question si je pourrais pas éventuellement en vivre. Mais il faut se poser la question, fondamentalement, au-delà de ma propre activité, pourquoi est-ce qu'on continue à fabriquer du film aujourd'hui et pourquoi les gens continuent à en acheter? Alors je pourrais répondre de manière très entre guillemets commerciale et pragmatique, et on pourrait arrêter la présentation là, parce qu'il y a des gens qui veulent en acheter. Pourquoi fabriquer du film? Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont encore prêts à dépenser de l'argent pour en acheter et pour utiliser leurs appareils photo. Alors comme il me reste encore quelques minutes, on ne va pas s'arrêter là, on va essayer d'approfondir un petit peu plus l'exposé. Parce que voilà, c'est bien beau de dire qu'il y a des gens qui continuent à en acheter, mais il faudrait se poser la question pourquoi. Alors moi aujourd'hui, au-delà du fait que des gens continuent à acheter du film, il y a vraiment un engouement, un renouveau, tout le monde parle du renouveau de l'argentique actuellement, qui est réel. On parle de faits. Je lisais un article pas plus tard qu'hier sur les films Impossible Project, qui sont les consommables pour les anciens appareils photo Polaroid. En 6 mois, ils ont doublé leur production. Et ils sont à 75%, je crois, d'augmentation sur le public cible 18-25 ans. Donc des gens qui, un public qui a priori n'a pas connu les grandes heures de l'argentique avant le numérique. Donc là aussi, on peut se poser la question, pourquoi ces jeunes viennent vers du Polaroid, vers de l'argentique, vers de la pellicule. On pourrait aussi parler de Ferragna. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette marque, c'est une marque italienne qui a fait les grandes heures notamment du cinéma italien, qui produisait la pellicule Scotch. Et donc cette entreprise qui a fermé ses portes il y a quelques années, aujourd'hui est sur le point de réouvrir, notamment grâce à une campagne de financement participatif, c'est-à-dire que ce sont les internautes qui ont donné de l'argent à la compagnie pour qu'elle se relance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette compagnie ne s'est pas relancée sur la promesse de faire simplement du film classique, mais sur la promesse de faire du film diapositive, ce qu'on pourrait considérer comme encore plus un produit de niche que de la pellicule négative classique. Et en, je crois, 3 semaines, ils ont atteint leur but qui était 250 000 €. Donc pour finir de racheter les derniers éléments de leur usine, pour relancer la production, il me semble que c'est au printemps 2015. On pourrait parler aussi du retour des procédés anciens. Moi, quand je regarde ma page Facebook, j'ai l'impression que tout le monde fait du collodion humide. Alors je sais que tout le monde ne fait pas du collodion humide, mais j'ai l'impression qu'il y en a partout. Je vois des magasins qui vendent des kits tout prêts, j'ai des amis qui m'en parlent, tiens, j'ai fait du collodion et tout, c'était génial. On parle quand même d'une technique du 19e siècle. Et parfois, on voit des gens qui n'ont jamais fait d'argentique avant, qui passent directement au collodion humide. Ça pose question. Alors, un élément de réponse qu'on pourrait apporter, c'est la question de l'obsolescence. Moi, j'ai un appareil photo numérique, enfin, je pique celui de ma copine. Je m'en sers pour prendre les photos du chat. Je me suis déjà rendu compte que la carte mémoire ne se fait plus. Donc je suis obligé de passer sur l'ordinateur pour passer en clé USB, etc. Le jour où ma carte mémoire lâche, je ne peux plus utiliser cet appareil photo. Alors qu'on constate que sur le marché de l'occasion, en appareil argentique, en appareil mécanique, on a une flopée, un nombre impressionnant d'appareils qui sont encore en très bon état de marche, qui sont mécaniquement quasiment inusables, et pour des prix qui sont nettement moins chers que beaucoup d'appareils photo numériques. Et là aussi, on se rend compte que ce marché de l'occasion est dynamique. Cet été, j'ai fait un peu les brocantes sur Paris. Je ne voyais que des argentiques et que des Polaroids partout sur chaque stand. Alors qu'il y a quelques années, on en voyait moins. Ça, c'est des tendances qu'on peut voir. Et quand on parle donc d'appareils photo inusables, je vous ai apporté un petit exemple. Ça, c'est un appareil photo de la fin du 19e, à plaque,
Alors c'est un appareil photo qui a été fabriqué maison. Donc, je ne connais pas l'auteur de cette fabrication évidemment, mais il a fabriqué son propre appareil en récupérant des pièces sur d'autres appareils, manifestement, et je l'ai testé, il marche. Voilà. C'est-à-dire que cet appareil-là, qui a plus de 100 ans, je peux l'utiliser. Alors évidemment, sur beaucoup d'appareils photo numériques, on ne peut pas forcément dire la même chose. Moi je me souviens des premiers appareils photo à disquette, tout simplement il n'y a plus de disquette. Donc je ne peux plus m'en servir. On a aussi la problématique de la conservation des épreuves numériques. Alors de la conservation des fichiers, mais aussi des épreuves. Parce qu'on n'a pas forcément le recul suffisant pour avoir un réel diagnostic sur la pérennité de cette technologie. Moi je travaille dans un laboratoire de développement, donc on fait aussi des tirages numériques. Ça m'est déjà arrivé de voir des clients arriver avec un CD-ROM qui avait 7-8 ans et ne pas pouvoir le lire. Voilà. Alors que tous les jours on développe des négatifs et même parfois des négatifs qui ont 50 ans, voire plus. Et parfois même on nous apporte des pellicules qui ont été exposées il y a très longtemps, il y a 30 ans, et on arrive à en sortir quelque chose. Donc ce décalage, évidemment, je pense que beaucoup de gens se rendent compte. Et ça fait qu'on a beaucoup de gens qui viennent vers l'argentique. Alors, moi je me pose aussi la question, si au-delà de la question technique, c'est pas, voilà, on pourrait se poser la question si c'est pas juste une mode, si c'est pas... moi je m'interroge, en fait, avec la crise économique, est-ce que le fait de faire des photos en argentique, de faire des polaroïdes, c'est pas dans un sens se réfugier dans le monde d'avant, le monde où finalement on n'avait pas de problème économique, parce qu'on avait 12 ans et demi, où il n'y avait pas de chômage, où il y avait pas, on avait l'impression qu'il n'y avait pas tout ça. Et donc est-ce que ce retour à l'argentique, c'est pas finalement une espèce de fuite de la réalité? Là, je me pose la question, je vous la pose. Je suis photographe, je ne suis pas sociologue, donc je n'ai pas le moyen ou le recul pour y répondre. Je pense que ça, c'est une question, on pourra y répondre peut-être dans 10 ou 15 ans. Par contre, un élément de réponse qui me paraît assez certain, assez sûr pour parler de ce retour vers l'argentique, il se trouve dans l'histoire même du médium, dans l'histoire de la photographie. Si on se replonge dans l'histoire de la photographie, au tout départ, donc en 1839, lorsque la photographie a été achetée à Daguerre par l'État français, a été offerte au monde dans cette espèce de cérémonial qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, dès les premiers jours, on a eu des intellectuels qui se sont écriés « c'est la mort de la peinture ». C'est la mort de la peinture. La photographie va annihiler la peinture. À partir d'aujourd'hui, on ne fera plus de peinture parce qu'on a la photographie. Que nous apprend l'histoire de l'art et l'histoire de la photographie? C'est que la peinture existe encore. Il suffit d'aller, vous allez au centre Pompidou. Il y a des expos de peinture régulières. Enfin, la peinture existe encore. Elle n'est pas morte, mais elle a évolué. Et dans quel sens elle a évolué? Alors, on se rend compte qu'au départ, au premier temps de la photographie, la peinture et la photographie étaient un petit peu comme deux frères jumeaux, finalement, qui se cherchaient. La photographie a connu un essor énorme, notamment avec le portrait. Parce que justement, tout le monde pouvait se faire tirer le portrait, alors qu'avant, la peinture était réservée aux nobles et aux bourgeois. Et donc, ça a été la démocratisation du portrait. Et on se rend compte que la peinture de portrait, à partir de ce moment-là, a quasiment cessé d'exister. Et la photographie a repris à son compte, a repris le relais en fait de beaucoup d'applications de la peinture, entre guillemets, on va dire des applications pratiques. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, entre le numérique et l'argentique, on a un peu le même genre de phénomène. C'est-à-dire que le numérique a repris des applications pratiques de la photographie qui se faisaient uniquement en argentique avant. Le reportage, la photographie scientifique, des choses très pratiques. Par exemple, moi j'ai fait du saut en parachute. Plus personne n'imagine faire un saut en parachute et se faire photographier avec un énorme réflexe sur le casque. Idem pour la plongée sous-marine. Vous n'allez pas emmener un réflexe argentique en plongée sous-marine. Vous allez prendre un numérique. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. La photographie médicale.
Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu à une forme de croisée des chemins dans l'histoire du médium qui va répéter ce qui s'est passé entre la photographie et la peinture au XIXe siècle. D'autant plus que à cette époque, on a vu des hybridations, des mélanges peinture-photographie. Les peintres se sont inspirés des photographes et les photographes se sont inspirés des peintres. Je crois qu'on a alors je ne sais pas si c'était la conférence d'hier ou si c'est celle de demain, de l'association Dantacuve, une conférence sur l'hybridation entre faire des négatifs en numérique et les tirer à l'agrandisseur. Voilà, là on voit que comme au XIXe siècle, on a une recherche et une hybridation des deux médiums. Parce que finalement, on aurait pu croire qu'au début de l'arrivée du numérique, on a eu, pareil, des gens qui ont dit voilà, c'est la mort de l'argentique. D'ailleurs, on entend encore souvent, voilà, ah, ça existe encore. Sauf que ça fait 25 ans maintenant que le numérique existe. Il me semble que les premiers appareils photo commercialisés, c'était début des années 80, 89, le grand public, 1990. Là, on voit que l'argentique existe encore. Alors que, justement, quand on regarde l'histoire de la photographie, à chaque progrès technique, en général, on avait un remplacement d'une technique par une autre. Au début, on a eu le daguerreotype. On a eu un petit peu le négatif papier. Puis, ça a été remplacé par le collodion humide. Collodion humide qui a été remplacé par le collodion sec, qui ensuite a été remplacé par la plaque gélatino-argentique, qui elle-même a été remplacée par le film. Et chaque fois, on avait un glissement comme ça. Et on n'avait pas, de reste de la technologie d'avant, ou alors très peu, très anecdotique. Pas au niveau qu'on voit aujourd'hui avec l'argentique. Et là, justement, le fait qu'on n'ait pas ce glissement complet entre de l'argentique vers le numérique me fait penser que on va avoir vraiment une croisée des chemins telle qu'on a pu avoir avec la peinture. C'est-à-dire que la photographie argentique et la photo numérique vont rester de la photographie, mais vont finalement se séparer, se mélanger par moments, mais avoir des voies parallèles. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui achètent mon film, par exemple, ou qui continuent souvent à acheter de la pellicule, ils ne cherchent pas à faire la même chose que le numérique. Ils ne cherchent pas à copier, ils cherchent à avoir quelque chose de différent et quelque chose qui leur permette d'exprimer au mieux ce qu'ils veulent montrer. Et ça, c'est intéressant parce que l'argentique, justement, en s'appuyant sur la matière, sur la matérialité du procédé, sur le grain, sur quelque chose de physique qu'on peut toucher, sur la réalité des choses, l'argentique a encore vraiment, a vraiment sa place. Donc, pour conclure, j'aimerais être clair sur une chose. On ne va pas avoir de retour en arrière. C'est-à-dire que on ne va pas avoir de retour. L'argentique ne va pas reprendre le dessus, entre guillemets. On n'est pas dans une guerre. Alors, s'il y a quelque chose que j'ai horreur, vraiment, c'est le côté numérique contre argentique, cette espèce de guerre. Et ça, c'est pas intéressant. L'argentique ne va pas reprendre sa place d'avant. Mais ça va être quelque chose de différent. Comme je voulais vous le dire en vous parlant de cette petite boîte, l'argentique, la pellicule, c'est beaucoup trop simple pour disparaître. C'est tout le sous-titre de ma conférence. C'est une impossible obsolescence. Parce que si moi, tout seul, dans mes 1,50 m au carré dans mon placard, j'arrive à fabriquer des films, j'ai envie de dire, quasiment n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut fabriquer un appareil photo, il suffit d'une boîte à chaussures et d'un petit trou. Voilà, on appelle ça le sténopé. Et pour finir, justement sur cette nostalgie des temps d'avant qu'on entend souvent, moi j'ai connu l'époque où on n'avait que de l'argentique. J'ai commencé comme ça, d'ailleurs je suis resté comme ça. Je n'ai aucun regret. Je ne voudrais en aucun cas être photographe dans les années 60, 70, même si j'ai adoré m'inspirer de toute cette époque. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, notre époque, justement avec cette croisée des chemins, avec toutes ces possibilités qu'on a d'hybridation, elle est géniale.
elle est vraiment hyper intéressante. Parce que justement, le numérique va continuer, va nous ouvrir plein de nouvelles directions. L'argentique va continuer aussi et va continuer dans d'autres directions. Parce que quand on prend le parallèle avec la peinture, quand je dis que la photographie a libéré la peinture, je suis quasiment persuadé que si... Est-ce qu'on aurait eu, par exemple, l'impressionnisme, l'expressionnisme, le cubisme, est-ce qu'on aurait eu tous ces nouveaux courants de la peinture sans la photographie? Si les peintres n'avaient pas été dans un sens forcés de chercher des nouvelles directions, est-ce qu'on aurait eu ces nouveaux courants-là? Peut-être, mais peut-être pas pareil, peut-être pas au même moment. Et voilà, pour moi, l'argentique, aujourd'hui, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on on va créer des nouveaux courants. Et quand je dis on va créer des nouveaux courants, c'est moi à ma petite échelle. C'est Monsieur Ilford, Monsieur Kodak, mais c'est aussi vous. Voilà. Et c'est ça aussi sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que fabriquer du film aujourd'hui, c'est moi, c'est Monsieur Kodak, c'est Monsieur Ilford, mais c'est aussi vous. Voilà. Donc je voulais vous remercier, je voulais remercier encore Dans ta cuve, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Alors la question c'était, une fois qu'on a un négatif sur papier, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour le transcoder en positif? Alors, le négatif washi se traite comme n'importe quel autre négatif. C'est-à-dire que vous pouvez le regarder comme ça et être très content. Vous pouvez le passer à l'agrandisseur et obtenir un tirage. J'ai envie de dire la seule différence que vous aurez, c'est que vous aurez une densité un peu supérieure, donc il faudra augmenter le temps d'exposition. Mais là, on rentre dans la technique. Vous pouvez le numériser comme n'importe quel autre négatif. Et avoir votre positif aussi comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment comme n'importe quel autre négatif. Alors j'en profite pour attirer votre attention. Le cliché qui est là-bas de la disquette justement, c'est un petit clin d'œil. Ça a été tiré à l'agrandisseur à partir d'un négatif 8 par 10. Voilà. Et donc on peut faire le maquillage, on peut faire toutes les techniques d'agrandisseur dessus, ou on peut le numériser et travailler dessus à Photoshop. Voilà. C'est comme n'importe quel autre négatif. Où est-ce qu'on peut acheter tes films? Donc le film peut s'acheter sur mon site internet, donc www.lomic.fr, c'est le site des films washi. Vous pouvez aussi l'acheter chez mes distributeurs. Donc il y a 3 boutiques sur Paris, Nation Photo, celle d'Argent. Nation Photo a 2 boutiques. Il y a une boutique en Angleterre, une boutique en Belgique. Enfin, toute la liste est sur le site. Voilà. Et vous avez aussi le distributeur Photo Impex en Allemagne qui vend les films par correspondance. Et bientôt d'autres distributeurs, mais ça je peux pas encore le dire. Voilà. Alors le film a une sensibilité maximum de 25 ISO. Voilà. Et suivant le révélateur que vous allez utiliser, on va être sur 3,6 ISO ou 12,25 ISO. Ça va dépendre de la dilution de votre révélateur. Donc, petit scoop pour le salon de la photo, je travaille actuellement sur une émulsion à 100 ISO qui serait panchromatique. Voilà. Donc qui serait plus proche d'un film classique, mais toujours sur papier japonais. Mais c'est pas encore au point. Voilà. Alors les formats de films disponibles. Donc on a ce que je fais principalement, donc du 120. Un petit peu de 620, mais c'est vraiment sur demande parce que mon stock d'axe métallique 620 est limité. Du 4x5, donc dans ce format-là. Un petit peu de 8x10, là aussi sur demande, parce que justement la demande n'est pas très grande et c'est quand même un peu plus de travail à faire, donc là j'en ai pas de stock. Un petit peu de 135 mm, mais seulement pour les appareils photo sténopés, car c'est du 135 mm qui n'a pas de perforation, donc on ne peut pas utiliser dans un appareil photo classique. Ensuite, j'ai envie de dire après ça peut être du sur mesure, c'est-à-dire que si vous me demandez du 5x7 c'est possible, si vous me demandez du 127 ça peut être possible, mais dans ce cas-là je vous le fournirai sans emballage, c'est-à-dire sans papier protecteur, parce que ça j'en ai pas d'avance. Voilà, on va dire que la taille maximum c'est 20, 25, 20, 30
Et entre les deux, tout est possible. Mais les formats standards que je vends régulièrement, qui sont produits, c'est 120, 4.5 et un petit peu 8.10. Bon, bah merci beaucoup à tous.